Lors du dernier entretien, nous avons parlé de l'erreur judiciaire en général. Aujourd'hui, j'aimerais que tu illustres l'erreur judiciaire au moyen d'affaires connues. Alors oui, la dernière fois, où j'étais dans des considérations un petit peu philosophiques, on va dire ça comme ça, et on était dans une forme peut-être un peu d'abstraction, donc c'est bien aujourd'hui d'illustrer. Bien évidemment, des erreurs judiciaires, il y en a eu un certain nombre, mais en définitive, pas tant que ça, semble-t-il. Et quand on parle d'erreurs judiciaires, on ne parle pas d'erreurs judiciaires au civil, en général, on parle d'erreurs judiciaires au pénal. Alors qu'il peut y avoir des erreurs judiciaires au civil. Mais ce ne sont pas des erreurs judiciaires. On apporte la preuve, et à ce moment-là, on emporte le dossier, peu importe la vérité. La preuve détermine celui qui va gagner l'affaire au civil, au commercial ou au prud'homme. Et si on ne rapporte pas la preuve, eh bien on a perdu. Quand bien même, sur le fond, on avait peut-être raison. D'accord ? Mais il semble qu'au pénal, ce soit différent. C'est-à-dire qu'au pénal, on cherche à tout prix à savoir la vérité. Alors que dans les instances non pénales, on ne cherche pas forcément à savoir la vérité. Bien sûr, si on peut la voir, on l'a. Mais ce n'est pas vraiment l'objet du débat. On reste sur un débat technique. Et cette technicité juridique, même si elle existe de par le code pénal et le code de procédure pénale, il semblerait qu'il y a une volonté, peut-être archaïque, de connaître la vérité. Qui est le coupable? Voilà, qui a tort, qui a raison, qui est coupable, qui est complice, où est l'innocent? Et cette recherche-là fait que on entre dans une espèce de sacralisation du procès. Et d'ailleurs, les règles de comportement dans une audience pénale ne sont pas les mêmes que dans une audience civile. Par exemple, dans une audience pénale, le justiciable n'approche pas, ne dépasse pas la barre du tribunal pour aller vers les magistrats. Il n'a pas le droit de leur remettre un document ou son dossier. Il y a un huissier audiencier qui prend le document et le transmet. Il y a une intercession. Voilà. Parce que le magistrat, qui est une espèce de prêtre du droit, dans un espace sacré qui est le tribunal, dans le temple de la justice, ne peut pas avoir de contact, quel qu'il soit, avec le pécheur. N'est-ce pas? Alors, évidemment, avec ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo, d'un autre entretien, mais sur la sacralité de l'espace de la justice et de ses acteurs. Mais en ce qui concerne le débat pénal, donc les erreurs judiciaires au pénal, on est dans un autre champ. Et dans ce champ archaïque, il y a également non seulement la recherche de la vérité, de l'innocent du coupable, mais il y a aussi la recherche, des preuves et de l'aveu. Et on est resté un peu comme au Moyen-Âge, où il y avait la technique des brodequins. Alors les brodequins, c'était la question ordinaire et la question extraordinaire. On mettait les jambes de l'individu suspecté dans des lattes de bois, on les serrait, on enfonçait 4 coins pour la question ordinaire, 8 coins pour la question ordinaire, finalement, il finissait en général par avouer tout ce qu'on voulait. Et on est resté dans une justice dite moderne, avec non pas cette technique, bien sûr, mais il y a d'autres techniques qui sont la privation de liberté, la garde à vue, la détention provisoire, et où il va bien finir par avouer. Voilà, donc il faut qu'il avoue. Et comme tu le disais tout à l'heure, quand on parlait du thème, très justement, il y a sans doute des systèmes judiciaires étrangers qui n'ont pas recours à la technique de l'aveu. C'est un des moyens d'eux, mais ce n'est pas le seul. En France, l'aveu semble être ce qu'on appelle la reine des preuves. Or, au contraire, je pense que ce n'est pas du tout la reine des preuves. Je ne suis même pas sûr que ce soit une preuve. Bon, c'en est une quand même juridiquement, mais ce n'est certainement pas la reine des preuves. C'est peut-être la pire des preuves. C'est la preuve qui existe quand on n'en a plus d'autres. Ce qui veut dire que c'est une preuve suspecte. On n'a de preuve que le nom. Alors, il y a 2 affaires, par exemple, pour illustrer mon propos, dans l'affaire Patrick Dils. Bon, dans l'affaire Dils, tu peux resituer l'année? Non, j'ai plus les éléments en tête, mais c'est un garçon qui est mineur à l'époque, qui est faible, je regrette, mais enfin il n'a pas d'une grande peut-être intelligence, hein, je m'en excuse, et intimidé, influençable, et il va avouer à plusieurs reprises.
Et on va s'apercevoir, bon, in fine, après les 10 ans de procédure, voire même plus, on va apercevoir que c'est pas lui du tout. Alors, que vaut l'aveu? Il a avoué à plusieurs reprises. Il est même allé sur le terrain de la voie ferrée, sur le terrain de la reconstitution. Il a mimé mais mal, en plus, ce qui aurait dû interpeller quand même les acteurs judiciaires en se disant mais ça s'est passé à 40 mètres au-delà. Il dit que, mais en fait, ça s'est pas passé, d'après ce qu'on a pu recueillir, des éléments sur place, des éléments objectifs, les constatations. Ça ne correspond pas du tout à ce qu'il dit et à ce qu'il fait. Donc, on aurait dû s'interroger. Donc, il y a des aveux, et on ne sait pas pourquoi il avoue. Parce que c'est contre lui. C'est pas l'aveu de la garde à vue pour que ça cesse. Parce que là, le temps se déroule. Alors, là, bon, je ne sais pas, mais ce qui est certain, c'est que son aveu ne vaut rien. Et cet aveu va évidemment induire une erreur judiciaire. Mais l'erreur judiciaire, dans ce cas-là, c'est à partir d'éléments où on semblait qu'il y avait des dissonances, on aurait dû se rendre compte que ces aveux ne collaient pas. Et donc, il fallait chercher ailleurs. Mais on n'a pas cherché ailleurs. En plus, je crois qu'il y avait une espèce d'acharnement, dit-on, de l'inspecteur Varlet, qui, dès le début, avait estimé que c'était lui le coupable. Il était tombé amoureux de sa thèse et il ne voulait pas qu'on en sorte. Il a dû induire ensuite toute la chaîne pénale, en tant que directeur de l'enquête, auprès du parquet, du juge d'instruction, etc., pour dire, si, c'est lui, regardez, c'est comme ça que ça puisse se faire, et ça ne peut pas être autrement. Et comme il est sur le terrain, on peut avoir tendance à l'écouter. Donc c'est la chaîne pénale qui est impactée à ce niveau-là. Mais il y a la volonté d'un homme d'aiguiller la procédure vers un individu. Et donc l'erreur judiciaire, elle procède de la volonté d'un homme. Et cet homme-là, on lui fait confiance, et on ne devrait pas lui faire confiance. C'est là que surgit l'erreur judiciaire. C'est à un moment donné, c'est pas l'erreur judiciaire, on a des éléments, et il y a des éléments contradictoires, et il faut faire la balance, et on ne sait pas. Et comme la justice a horreur du vide, et qu'il faut trouver un coupable à des victimes, eh ben, on risque d'en fabriquer un. Mais on peut de bonne foi se tromper. Personne ne cherche à influencer. Il y a des éléments positifs, il y a des éléments négatifs, il y a des éléments à charge, des éléments à décharge. Et il peut y avoir à un moment donné une interrogation, et on n'arrive pas à trancher. Et là, effectivement, l'erreur judiciaire, c'est 50-50. D'accord? Voilà. Et il y a des affaires comme ça, typiques, mais on fera peut-être une vidéo à part, où quand il y a par exemple une agression dans une maison, est-ce qu'il s'agit d'un drame familial ou s'agit-il d'une agression extérieure? Donc il faut collecter tous les éléments à charge, tous les éléments à décharge d'une thèse, de la thèse A, et la même chose pour la thèse B. Et ensuite on fait un bilan, et on regarde, et on aligne tous les autres éléments qui sont de moins en moins objectifs vers ceux qui sont de plus en plus subjectifs, et on les met dans une perspective, et on regarde à ce moment-là si ça passe, si ça se lit facilement ou non. D'accord? Alors dites, oui, bien sûr, c'est l'erreur type, c'est pas l'erreur type, c'est l'erreur emblématique dans les médias de l'erreur judiciaire, mais à la base, il y a un homme qui n'avait pas les compétences ou l'interrogation qu'un autre directeur d'enquête aurait pu avoir. Par exemple, la gendarmerie avait dans ses rangs l'adjudant-chef Jean-François Béral, qui lui a fait un rapprochement par rapport à un modus operandi de ce type d'assassinat, ce type de meurtre, par rapport à d'autres endroits, avec plus ou moins le même type de victime, le même mode opératoire, et on se rend compte que c'est quelqu'un qui est nomade, c'est quelqu'un qui a peut-être eu déjà des démêlés avec la justice, et il se souvient d'un dossier, et il ressort le dossier, et puis il le met en perspective avec l'affaire Dils, et il se dit, ben là ça pourrait correspondre. Et là, il établit une carte de France, et il voit le déplacement d'individus, et il y a un certain nombre de meurtres qui n'ont pas été résolus, mais qui, s'ils étaient imputés à celui qui va être Francis Holm, effectivement, ça correspond. Ça correspond dans le temps, ça correspond dans l'espace, et ça correspond dans le mode opératoire. Voilà. Tu te souviens, l'affaire Le Juge et l'Assassin, avec Philippe Noiret et Michel Galabru. Là, c'est la même chose. On a le juge, je crois qu'il s'appelait Émile Rousseau, et puis Joseph Bouvier, qui est cet ancien sergent de l'armée qui a été réformé parce qu'il avait des actes de violence, et qui avait été atteint à la tête, et qui tue des bergers et des bergères sur son parcours, notamment dans Lyon, dans le Morvan, dans le nord de la Bourgogne.
Et il fait une reconstitution avec une carte et il dit ben, c'est quelqu'un qui fait la route. Et qui de temps en temps, ben, pour des raisons qui lui sont propres, peut-être parce que c'est peut-être un tueur en série ou un psychopathe ou non, c'est quelqu'un qui s'attaque à des enfants sur sa route, garçons ou filles d'ailleurs, accompagnés de viols. Et c'est comme ça, je crois, que Jean-François Abgral procède en ce qui concerne Francis Holm. Donc, il n'y a pas d'erreur judiciaire dans ce cadre-là, il ne peut pas y en avoir, parce qu'on est sur une réflexion cartésienne. Il y a des déductions, il y a des inductions, et ce qu'il faut à chaque fois rechercher, ce sont les éléments intangibles du dossier, les éléments mesurables, observables, des choses qui se reproduisent. Et aujourd'hui, mieux que l'aveu, qui est une forme de dégénérescence de la preuve, on a l'ADN, par exemple.